C'est quoi l'ONU? C'est l'Organisation internationale des Nations Unies. L'ONU est installée à New York et regroupe 193 nations, soit quasiment tous les pays du monde. Mais pourquoi ont-ils formé cette organisation? En avril 1945, les représentants de 50 pays se réunissent à San Francisco pour rédiger la Charte des Nations Unies. Appelée Conférence des Nations Unies sur l'organisation internationale, cet événement donnera lieu à la signature de la Charte. Le 24 octobre 1945, elle est ratifiée, ce qui marque le jour où l'ONU est officiellement née. Lors de sa création, 51 pays sont représentés et ce nombre gonflera à près de 200. L'organisation est chargée de faire respecter les lois internationales et les droits de l'homme, ainsi que d'assurer la sécurité à travers le monde, le développement économique et le progrès social. Elle est séparée en un certain nombre de divisions administratives qui traitent de sujets spécifiques. Quelques exemples comprennent l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, l'OMS et l'UNESCO. Tout au long de son histoire, l'Organisation des Nations Unies traitera un certain nombre d'incidents internationaux et respectera ses engagements de diverses façons. La première résolution du groupe surviendra en 1946 quand il appelle à l'élimination des armes nucléaires. Il interviendra également lorsque les forces de la Corée du Nord envahirent la Corée du Sud en 1950 et lors de la crise de Suez en 1956. Les intérêts environnementaux du groupe sont présentés lors du protocole de Montréal en 1987. Cet accord aura été le premier accord mondial en matière d'environnement et il assurera la protection de la couche d'ozone. L'organisation est honorée pour ses contributions au cours de son histoire. Par exemple, en 1965, l'UNICEF a reçu le prix Nobel de la paix. Toutefois, ces dernières années, elle a également été l'objet de critiques pour avoir été inefficace lors de conflits internationaux. Le génocide rwandais de 1994 est un exemple où l'ONU a été condamnée pour avoir omis d'intervenir. La guerre en Irak de George Bush est aussi considérée par beaucoup comme le résultat de l'inaction de la part des Nations Unies. Bien que certains doutent toujours de la pertinence de l'ONU, pour d'autres c'est une organisation indispensable. Il est indéniable que l'ONU aura servi un but utile au cours de son histoire. La situation des droits de l'homme en Algérie continue à inquiéter certains pays membres de l'ONU. Selon les conclusions de plusieurs États à l'issue de l'examen périodique universel, les lois adoptées en janvier 2012, contrairement aux affirmations du gouvernement algérien, ne sont pas conformes aux dispositions du pacte international sur les droits civils et politiques ratifié par l'Algérie, indique un communiqué signé par un groupe de 9 associations et organisations syndicales dont le réseau euroméditerranéen des droits de l'homme, le collectif des familles de disparus en Algérie, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme et le syndicat national autonome du personnel de l'administration publique. Le groupe de travail inscrit la question des disparitions forcées des années 90 au centre de ses préoccupations. Les disparitions forcées, c'est un terme qui est assez mal connu en réalité, qui est employé par des spécialistes, par des gens qui sont confrontés à ces drames. Mais le grand public ne sait pas ce que c'est. C'est une des violations des droits de l'homme les plus terribles, les plus brutales, les plus bouleversantes, qui consiste à faire disparaître un opposant, quelqu'un dont la parole peut gêner, l'enlever, et ensuite en dissimulant toutes les traces, le torturer, l'éliminer. Et la famille ne sait pas ce qu'il est devenu, elle ne peut même pas porter plainte, elle n'ose même pas évoquer son nom, elle ne peut pas faire ce que l'on appelle le travail de deuil. Vous savez, on connaît les folles de la place de Mai. Ce sont les mamans de ceux qui ont été enlevés en Argentine et qui ont disparu, victimes très célèbres des disparitions forcées. Alors je ne sais pas pourquoi on les appelle les folles, si c'est une dérision parce que le régime les appelait les folles, parce qu'elles manifestaient comme ça. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment un crime qui rend fou l'environnement. Ce qui est le plus tragique, le plus terrible dans ce crime de disparition forcée, c'est que les victimes ne pouvaient pas, ou les parents des victimes ne pouvaient pas déposer plainte. Ils allaient au commissariat ou devant un juge, disant mais voilà, vous vous plaignez de quoi? Vous dites qu'on l'a enlevé, mais il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de trace. Montrez-moi. Vous dites qu'on l'a tué ou torturé, mais il n'y a pas de corps. Donc précisément, c'était des infractions, des crimes qui étaient insusceptibles d'être poursuivis. C'est l'objet de cette convention. Mais attention, beaucoup d'États l'ont signée, cette convention, peu l'ont ratifiée. Donc nous devons nous battre sur ce que l'on appelle la scène multilatérale, c'est-à-dire les Nations Unies, Genève, New York, pour que l'ensemble des États de la planète ratifient cette convention et éliminer cette criminalité de la surface de la Terre. Nous avons un travail très important à faire, non seulement sur le plan diplomatique pur, mais également en utilisant le réseau culturel de la France,
qui est aussi un réseau d'influence, tous les moyens d'influence que nous avons pour que chacun des pays qui a signé cette convention enfin le ratifie. Ces nouvelles lois, adoptées dans le cadre des réformes politiques décidées par le président de la République, codifient les pratiques abusives déjà mises en œuvre par l'administration à l'encontre des organisations de la société civile indépendante. Elles interviennent dans un contexte marqué par la détérioration des droits de l'homme en Algérie. L'épineuse question des disparitions forcées demeure au centre du débat. La France salue la levée de l'état d'urgence en Algérie depuis février 2011. Elle note toutefois avec préoccupation la persistance de restrictions importantes à l'exercice des libertés fondamentales. La France note avec satisfaction que l'Algérie a reçu en 2011 la visite du rapporteur spécial sur le droit à la liberté d'opinion et d'expression. Elle recommande à l'Algérie de mettre en œuvre ces recommandations. La France recommande également la levée des restrictions en matière de liberté de réunion et de liberté d'information qui sont contraires au pacte international relatif aux droits civils et politiques. La France salue le moratoire sur les exécutions observé depuis 1993. Elle recommande à l'Algérie de commuer l'ensemble des condamnations à mort en peine de prison et de ratifier le second protocole au pacte international sur les droits civils et politiques en vue de l'abolition définitive de la peine de mort. La France déplore qu'un nombre important de cas de disparition forcée restent à ce jour non élucidés dans un contexte d'impunité. La France recommande à l'Algérie de redoubler d'efforts pour élucider ces cas. Elle lui recommande également de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Afin d'être assistée dans ce domaine, la France recommande à l'Algérie de répondre positivement à la demande de visite du groupe de travail sur les disparitions forcées et d'inviter le rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition. Enfin, la France recommande à l'Algérie de mettre en œuvre pleinement la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en levant ses réserves à cet instrument. Je vous remercie. Nous sommes tous la voix des sans-voix. De son côté, la délégation algérienne représentée par Kamel El-Zagbara, le conseiller du président de la République, n'a fourni que des généralités et des contre-vérités en guise de réponse aux questions posées autour du dossier des disparitions forcées en Algérie. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, la question des disparitions en Algérie est une question complexe et sensible et elle a été prise en charge dans un cadre d'ensemble par les pouvoirs publics depuis 1998. Elle doit être appréhendée dans son contexte qui est l'éruption de la criminalité terroriste en Algérie entre 1992 et 1996. Dans le contexte de la période considérée, l'ampleur de la vague des attentats terroristes survenant dans le pays et touchant un nombre important de régions était commis par une multitude de groupes armés obéissant plus à une pseudo-idéologie qu'à une chaîne hiérarchique structurée. Et dans certaines situations, notamment à la périphérie des centres urbains et dans les zones rurales, caractérisées par la prolifération de l'habitat informel, les populations civiles avaient parfois du mal à distinguer entre les opérations de lutte antiterroriste et de maintien de l'ordre menées par les forces de sécurité et les attentats et exactions terroristes. C'est dans ce cadre et à l'intérieur de ce contexte qu'il faut situer la survenance d'un nombre important de cas de disparition en Algérie, notamment celles qui ont fait l'objet d'une saisine du groupe de travail sur les disparitions forcées et involontaire. Quelle est en fait la réalité factuelle de ces cas de disparition? Nous l'avons expliqué au groupe de travail en disant que durant la période considérée, cette problématique renvoie à l'un des cas de figure suivants. Soit que la personne est déclarée disparue par ses proches, alors qu'elle est entrée en clandestinité de son propre chef pour rejoindre les groupes armés, en demandant à ses proches de déclarer qu'elle a été arrêtée par les services de sécurité. Soit que la personne déclarée disparue a été enlevée par des groupes armés, qui, parce qu'ils ne sont pas identifiés ou ont agi en usurpant soit leurs uniformes, soit leurs documents d'identification à des policiers ou des militaires, ont été assimilés à tort
à des agents relevant des forces armées ou des services de sécurité. Soit que la personne signalée comme disparue a fait effectivement l'objet d'une arrestation par les services de sécurité qui l'ont maintenue en détention hors des délais de garde à vue définis par la loi, soit que la personne signalée comme disparue était un terroriste recherché qui a été donc neutralisé, enterré dans le maquis à la suite de guerres de tendance ou de guerres de maquis entre les divers groupes armés, notamment pour des conflits de partage de butin. Soit que les personnes déclarées recherchées comme ayant disparu se sont trouvées soit sur le territoire national, soit à l'étranger, vivant sous de fausses identités. Cette question des disparitions a été prise en charge et traitée dans le cadre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Dans un cadre global, l'État s'est déclaré responsable pour prendre en charge le sort de toutes les personnes disparues dans le contexte de la tragédie nationale. L'État a pris toutes les mesures appropriées pour permettre aux ayants droit des personnes disparues de transcender cette terrible épreuve dans la dignité et sans souci ou sans essayer d'antagoniser encore les Algériens les uns contre les autres. Eh bien, l'État a considéré les personnes disparues comme étant victimes de la tragédie nationale et leurs ayants droit ont eu droit à une réparation. Cette réparation peut prendre la forme soit d'une pension mensuelle, soit d'une pension globale, en fonction donc de la situation de la famille considérée. Nous sommes en contact avec le groupe de travail et sur les 2960 cas qui ont été recensés, nous leur avons donc donné un certain nombre de chiffres sur la prise en charge de ces cas qui montrent que plus de 1700 cas ont été déclarés disparus par voie judiciaire et les ayants droit indemnisés, que plus de 215 cas sont considérés comme en réalité des terroristes qui ont été abattus par les forces de sécurité, plus de 65 cas ont été retrouvés vivants, soit dans des prisons, soit chez eux, et nous continuons les recherches pour déterminer, disons, la situation d'à peu près 500 personnes suivies par donc ce groupe de travail selon les sources qu'il a eues. L'Algérie a invité le groupe de travail à se rendre en Algérie, donc, en vue de consulter la documentation, donc sur tous ces cas qui sont pris en charge par la Commission nationale de mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale et s'entretenir éventuellement avec les familles de ceux qui ont été retrouvés vivants ou de ceux qui ont été déclarés judiciairement décédés et dont les familles ont été indemnisées. En réaction, le groupe de travail a réitéré son souhait d'effectuer une visite conformément à ses pratiques habituelles. Nous rencontrerons le groupe de travail en juillet prochain pour déterminer les modalités d'une prochaine visite. Merci, Monsieur le Président. Soulignons que le conseiller du président avait annoncé que l'Algérie travaillait avec le groupe de travail sur les disparitions forcées des Nations Unies pour une éventuelle visite sur place. Le communiqué rappelle que ce groupe de travail sur les disparitions forcées a déposé sa demande d'invitation depuis plus de 12 ans. Plusieurs rapporteurs spéciaux de l'ONU sont en attente d'une invitation du gouvernement algérien pour effectuer une visite sur place et enquêter sur la situation des droits de l'homme en Algérie, rappellent les associations signataires du communiqué. Une question demeure sans réponse. Jusqu'à quand le sourd du pouvoir et jusqu'à quand la souffrance des familles de disparus?